Bonjour à tous. La semaine prochaine, vers le 4, beaucoup de jeunes Guadeloupéens auront rendez-vous à Vieux Habitants pour le festiger. Ça va être notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Paul Kikou qui va être avec nous. Bonjour. Plus tard, on recevra aussi Laurence Makiaba. D'ailleurs, il y en a même l'arrêt là d'ailleurs. Laurence Makiaba et Eric Péduan, mais c'est pour autre chose. On en parlera tout à l'heure. C'est dans le cadre du Forum Famille et de Héritage, pardon. Et puis, nos chroniques habituelles, Coco Isabriko avec Jocelyne Nampry. C'est bien ça, Jessie? C'est bien ça. Nampry. Et notre docteur habituel, le docteur Vilayandon, qui viendra parler de la thyroïde. Et d'ailleurs, il y a une semaine sur la thyroïde. Il y a une conférence de presse, une conférence prévue en fin de semaine. Pour l'actualité, Jessie, c'est vous. Merci, Danick. Hier, le collège Richard Samuel de la commune de Gourbert s'est mobilisé. Les professeurs dénoncent les suppressions d'emplois qui pourraient impacter donc la qualité de la formation dispensée au sein de l'établissement. Et les entreprises affectées par les sargasses pourront enfin bénéficier d'un dispositif de soutien public. Ce dispositif était présenté ce matin à l'espace régional du Rézé. Et le maire de la ville de Petit-Canal, Blaise Mornal, inaugurait samedi dernier la Maison de la formation et de l'insertion, un nouvel outil d'accompagnement pour les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle. J'ai juste une question. Vous savez ce que c'est qu'un cabois? Un quimbois? Un cabois. Ah, cabois, non. Non, un gespom. Si je sais, mais je ne saurais pas bien expliquer là. Ika et Baka. Ah, je sais pas. Tout ça, on va en parler là maintenant? Eh bien, super, hein. Moi, je vais apprendre plein de choses. C'est le président de l'association Boajika. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, bonjour. Alors, il faudra lui répondre tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cabois? Qu'est-ce que c'est qu'un gespom? Et oui. Et qu'est-ce que c'est qu'un Ika et Baka? Ben, en fait, les cabois, mais ça fait partie des jeux traditionnels. Et en fait, c'était des voitures en bois. Et donc, on les utilisait dans des descentes. Donc, il y avait plusieurs systèmes. Hein. On appelait soit 3 bois, quand il y avait 3 roues, ou cabois lorsqu'il y avait 4 roues. Et donc, on devait diriger avec une ficelle ou une manivelle. Donc, ça permettait de faire le système de direction. Okay. Le banza, c'est comme les gespom, ce qu'on appelle les lance-pierres. Ce sont les arbalètes, les lance-pierres. Donc, chez nous, on appelle ça banza, plutôt en basse terre, et gespom, plutôt en grande terre d'ailleurs. Et puis, le Ika et Paka, s'il faut vraiment connaître ce jeu-là, c'est vraiment un jeu endémique à la Guadeloupe. C'est depuis autant des Caraïbes, on joue à ce jeu-là. C'est un jeu qui consiste à envoyer une balle dans une cible qui se situe au sol. Et à chaque fois qu'on envoie la balle, en fait à l'époque c'était un jeu de mise. Lorsqu'on faisait la balle rentrer, on gagnait le double de sa mise. Donc si on jouait 1 euro, bon à l'époque il n'y avait pas d'euros, mais si on jouait 1 sou, on pouvait gagner donc le double de sa mise en fonction de ce qu'on avait fait. D'accord, et on va découvrir tous ces jeux où ça alors? Alors justement, mais pour notre prochain festival des jeux traditionnels, le 3 et le 4 juin à Vieux Habitants, ce sera l'occasion justement de découvrir tout notre patrimoine ludique avec les différents jeux traditionnels qu'on dispose. Ici, il faudra venir avec vos enfants, faire découvrir le festival. Ah oui, c'est ça. Oui, ils vont découvrir ces jeux. Alors, Guajeka, en 2 mots rapidement pour GC, mais pour d'autres personnes. Oui, alors Guajeka, depuis 10 ans maintenant, on travaille sur justement la valorisation des jeux traditionnels. Donc, on a créé une association, aussi une entreprise, et dernièrement une fédération caribéenne, justement, toujours pour valoriser notre patrimoine ludique. Donc, comment ça se passe? En général, c'est à travers des manifestations, soit dans les établissements scolaires, soit pour les particuliers, soit pour les collectivités. Et le but, donc, c'est de permettre, que ce soit aux enfants, aux adultes, justement, de pouvoir se réapproprier notre patrimoine en jouant avec les jeux, mais aussi à travers des formations, à travers de l'enseignement. Donc, on essaie vraiment d'être tout azimut pour vraiment valoriser ce patrimoine-là et pour comprendre qu'il n'y a pas que l'aspect ludique. Il y a vraiment beaucoup d'autres aspects qui sont autour de ce sujet-là. Notamment, par exemple, l'aspect environnement. Quel matériau, quel bois qu'on utilise pour faire justement nos fameux banzas. En général, on utilisait le goyavier. Quel matériau qu'on utilise pour faire nos toupies. Ça peut être du poirier. Donc bref, on a vraiment plusieurs champs dans lesquels on développe la valorisation des jeux traditionnels. Et vous intervenez auprès de quel public jeune en fait? Alors c'est ça, on a l'avantage d'avoir un produit qui intéresse tous les publics. Tantôt les enfants, bien sûr, parce que c'est les jeux, c'est les jouets. Donc forcément, dans les anniversaires, à l'école, on utilise vraiment les jeux traditionnels, mais également pour les personnes âgées ou pour les adultes. Dans la mesure où quand il y a par exemple des comités d'entreprise qui veulent se regrouper, on leur propose d'avoir des animations avec nos jeux traditionnels ou que ce soit vraiment dans différents cadres. Hein. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les enfants, les adultes et les personnes âgées peuvent se retrouver
autour de notre patrimoine, les jeux traditionnels. Donc c'est intergénérationnel. C'est intergénérationnel. J'attendais la question de Jessie. Jessie, c'est mademoiselle intergénérationnelle. Mais c'est ça. Et elle a raison. Alors, justement, en parlant de ça, est-ce que les seniors vous ont beaucoup aidé pour retrouver ou recomposer ces jeux qui étaient en perdition, il faut le dire. Mais complètement, complètement. D'ailleurs, c'est grâce à eux, parce que tout a commencé, il faut le préciser, avec une étude qu'on avait fait à l'époque, en 2004, sur les jeux traditionnels. Et donc forcément, il nous a fallu nous rapprocher près des personnes âgées, nous rapprocher près des associations qui travaillaient à l'époque sur le sujet, pour faire un peu l'état des lieux, comprendre avec quoi on jouait, comment on y jouait, à quelle période, à quel moment. Et c'est ce qui était intéressant, c'est qu'on voit qu'en fonction de la période de l'année, il y avait certains jeux qu'on utilisait. La toupie, c'était plus à Pâques, par exemple. Certains jeux, c'était plus en début d'année. Donc, il y a vraiment tout cela qui gravitait autour des jeux en fonction des périodes, en fonction des moments. Par exemple, à la Noël, on utilisait plutôt on faisait des ballons. Des ballons avec les vessies des cochons. C'est un peu bizarre, mais on utilisait cette partie-là du cochon pour faire... Blada cochon. Blada cochon. Blada cochon. Exactement, c'est ça. Pour utiliser, pour faire des jeux. Donc vraiment, que ce soit avec la nature, les éléments de la nature, les éléments de récupération, les matériaux de récup, on fabriquait nos jeux. Et justement, là, c'est vrai qu'on est en 2016 maintenant, donc on essaye d'harmoniser en fonction du temps qu'on est, mais on garde quand même l'essence des jeux traditionnels. Et comment réagissent les enfants en fait avec les jeux traditionnels, surtout que maintenant on est dans une société où ils sont vite attirés par les jeux vidéo, l'ordinateur, tout ce qui est tactile. Eux, comment ils réagissent? Vous savez, le propre de l'enfant, c'est de jouer. Et d'ailleurs, les enfants se construisent en jouant. Et forcément, on voit que lorsqu'on fait des animations, ben, les enfants jouent tout le temps. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont compris la logique interne du jeu, c'est facile finalement de rentrer là-dedans et d'y jouer. Que ce soit avec les cabois, les trottinettes. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en fonction du caractère de l'enfant, il sera plus attiré par certains jeux. Les enfants qui sont plus peut-être posés, tranquilles, vont jouer avec des jeux de timarel, vont jouer avec des jeux qui vont demander plus de concentration. Certains qui sont beaucoup plus dynamiques vont préférer des jeux qui seront comme des trottinettes, les cabois, qui vont demander des déplacements. Donc c'est un petit peu cela. Les enfants adorent. Les enfants vraiment s'adaptent aux jeux et on se rend compte que finalement les jeux électroniques ou les nouveaux ne sont pas si embêtants que ça parce que c'est pas du tout la même chose. L'enfant se construit avec le jeu. Avec les jeux électroniques, c'est autre chose. C'est vraiment une autre dynamique. On ne va pas critiquer les jeux modernes, mais dans nos jeux, ça permet vraiment aux enfants de développer différentes capacités chez eux. Lorsque l'enfant va jouer avec le Ika-Paka, il va apprendre à se concentrer, il va apprendre à jouer en ligne droite. Lorsqu'il va jouer avec son geste-pomme, son banza, ce sera encore une autre démarche. Lorsqu'il va jouer avec ses roues, il va apprendre la motricité, apprendre à être en équilibre. Donc c'est aussi tout cela qu'il y a autour des jeux, l'aspect moteur, l'aspect psychomoteur, et l'aspect social aussi, parce que les échanges, les enfants avec leurs jeux électroniques sont souvent en train de jouer tout seuls, alors que nos jeux traditionnels favorisent vraiment de jouer en groupe. C'est l'esprit de partage, c'est l'esprit de faire ensemble, de jouer ensemble. Et du coup, est-ce que samedi 4 juin, il y aura un volet fabrication? Parce qu'à l'époque, on fabriquait nous-mêmes ces jeux-là, on n'allait pas les acheter. Est-ce qu'on apprend aussi aux enfants, du coup, à pouvoir fabriquer eux-mêmes avec des bois qu'ils peuvent trouver facilement? Alors, c'est ça. Samedi, justement, 4 juin, il y aura tout cela. Il y aura justement notre nouveau concept, il faut le préciser. Attends, on va d'accord. Une seconde, parce que je voulais venir avant sur la fédération des G. Parce qu'en fait, Jean-Paul a voyagé dans la Caraïbe. On a eu l'occasion d'ailleurs d'aller un certain nombre d'endroits. Et il y aura fait G aussi. C'est ça. Alors, que ce soit à la Dominique, Saint-Vincent aussi, oui. Ils ont gardé ce patrimoine ludique, un peu moins que nous. Donc justement, nous, on est en train d'impulser la dynamique en créant justement la fédération. Et c'est vrai que par exemple, ce que nous, on va appeler par exemple les gespom, en Haïti, on va appeler ça festival. Mais c'est le même jeu. Mais c'est le même jeu. Ce qu'on appelle timarel chez nous, vous savez, le fameux jeu, il fallait faire comme petit point, petit croix, aligner certains pions. En Haïti, ils appellent ça titatou. Donc, on a pu justement comparer. Ils ont la piscine. Ils ont piscine aussi. Ils ont piscine aussi. Ça s'appelle pas piscine. J'oublie le nom. Mais ça a un autre nom, mais c'est toujours la même dynamique. C'est avec les billes. Non, c'est avec des cailloux. Les en français. Ah oui, il fallait balancer. Puis j'ai eu le temps de jouer à ça. Ah, vous avez pu jouer à ça? Avec ma petite voisine, oui.
vous êtes plus âgé que vous avez l'air. C'est ça. Et à la Dominique aussi, d'ailleurs, on a même fait un festival l'an dernier à la Dominique. Et justement, ils vont venir aussi pour notre prochain festival, le 3 et le 4 juin, toute une délégation avec des ministres, des enseignants, parce qu'ils sont vraiment intéressés pour continuer à propulser cette dynamique de festival et de valorisation des jeux. Donc là, justement, l'idée, c'est que chaque année, on essaye de faire entrer d'autres délégations. Là, on est en train de s'approcher un peu de Sainte-Lucie, on est en train de s'approcher de Barbade et de la Jamaïque aussi, pour voir comment ils rentrent dans la dynamique et comment on pourra partager justement ce patrimoine des jeux. Alors là maintenant, on peut poser la question sur le nouveau concept qui va arriver. Alors le nouveau concept, ça s'appelle donc les jouets miades. En fait, c'est quoi? C'est un relais de jeux traditionnels sur une piste d'athlétisme. C'est vraiment quelque chose d'inédit dans la mesure où on a vraiment voulu marier le culturel et le côté sportif en même temps. Donc, il s'agit d'avoir des équipes de 10 personnes. Donc justement, on a voulu favoriser aussi le fait de faire des choses ensemble. Bien souvent dans nos jeux, donc les enfants faisaient leurs jeux à leur guise, mais là, on a vraiment voulu favoriser le fait de pratiquer ensemble, d'où l'esprit d'équipe. Donc chaque personne fera donc 40 mètres. Donc tantôt, on va commencer avec les trottinettes, les cabois, le eka-paka, et chaque personne, chaque participant devra faire 40 mètres d'activité. Donc justement, pour ne pas très fatiguer, mais pour permettre en même temps qu'il y ait une belle vue d'ensemble sur la manifestation. Et il y aura des médailles d'or aussi. Peut-être plutôt en bois, des trophées en bois, Et justement, le vendredi, ce sera donc pour les enfants, tous les scolaires, et le samedi, là, on accueille le grand public. Alors le matin, il y aura donc plutôt des jeux pour découvrir, initiation, autour des jeux traditionnels, et l'après-midi, on va vraiment commencer les compétitions avec les adultes aussi. Donc vous êtes invités, hein, si Canal 10 peut avoir une petite équipe de 10 personnes, Danick, je te vois bien à la roue, ou bien sûr, avec Jessie et Mathieu. On va créer une équipe. Il va à chaque fois me mettre dans toutes ces affaires. Parce que les enfants ont besoin de voir ça aussi, de voir les adultes également jouer, échanger avec eux, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec eux souvent. Et du coup, comment on fait pour participer? Il y a une inscription? Oui, alors dès maintenant, on peut déjà s'inscrire en se rapprochant de nous, soit en nous envoyant un mail, soit en nous appelant. Donc, soit comme ça, ou bien par le biais d'Internet également, on peut se rapprocher de nous au niveau de Guajeka pour justement s'inscrire et former son équipe. Donc il faut qu'on précise également qu'il y aura des cerfs-volants, on a des associations de cerfs-volants qui seront présentes, la délégation de la Dominique va certainement apporter quelques jeux également, et puis on fera aussi, il faut qu'on le précise, le samedi, une grande rencontre au niveau des jeux et le développement durable. Donc avec les camarades de la Caraïbe, on va justement, pour parler de la fédération aussi, aborder certaines thématiques en ce sens-là. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Paul, qu'il y avait des jeux qui étaient pratiquement en perdition et que grâce au Festigé ou à Guajeka, on commence à les remettre sur le devant de la scène? Alors oui et non, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que même bien avant Guajeka, il y avait déjà des acteurs qui étaient présents sur la scène et qui travaillaient justement pour maintenir. Je pense à M. Lavital, je pense à M. Cabarrus, je pense à M. Angélique, justement qui sera le parrain de notre manifestation cette année à Vis-Habitant. M. Hachi et M. Angélique, ils seront deux. Et ces gens-là, justement, ont contribué à me faire connaître déjà les jeux traditionnels, à le transmettre. Et donc nous, on continue un peu le travail avec Guajeka. Donc c'est vrai que malgré l'arrivée des jeux modernes, malgré un peu tout ce qui est arrivé, on maintient les jeux. On les maintient, et en plus de différentes façons. Comme je disais, tant au niveau des animations, mais aussi au niveau des formations, et aussi au niveau du bouquin. Alors, je sais justement, on parlait de Jean-Paul de Lavital. À un moment donné, il y a quelque temps, il produisait des cabois, des jeux. Est-ce que justement on est arrivé au stade où on peut encore offrir un jeu, parce que bon, là c'est une expo, etc., mais est-ce qu'on peut offrir un jeu, par exemple, au fils de Jessie qui veut un petit jeu créole, est-ce qu'un cabois, quelque chose comme ça, est-ce qu'on pourrait le faire? Mais complètement, ce sera l'occasion, justement, le festival, c'est aussi cette occasion, justement, de pouvoir vendre des jeux pour les gens qui veulent. Donc, que ce soit point d'anniversaire, en cadeau, en décoration, justement, notre but à Guajeka, c'est de montrer que les jeux peuvent être vulgarisés à différents niveaux. Donc, tantôt au niveau justement de l'achat pour pouvoir jouer,
tantôt au niveau de la décoration ou pour d'autres choses. Donc oui, en effet, donc, la production a commencé. Fabrication de... Ah, complètement. Oui. D'ailleurs, on est en train de mettre en place une filière des jeux traditionnels pour pouvoir produire suffisamment pour qu'on puisse en avoir dans les magasins, dans les écoles, dans les hôpitaux, vraiment un peu partout. On commence à travers ce sens-là. Et donc, le festival sera l'occasion justement pour tout le monde de découvrir nos jeux et puis de pouvoir s'acquérir certains jeux traditionnels également. Alors, il faut signaler que l'année dernière, Jean-Paul a été lauréat du concours des jeunes entrepreneurs guadeloupéens. C'est vrai. Alors, c'était pour quel projet exactement? Ben, c'était justement pour notre projet de jeux traditionnels. Parce que ça faisait partie un petit peu des initiatives un peu innovantes, de justement d'avoir une entreprise qui valorise ce patrimoine-là. Donc c'est vrai qu'en général, c'est plutôt des associations qui véhiculent un peu cette dynamique des jeux, mais nous on a vraiment voulu se mettre dans une dynamique... C'est une start-up finalement. Presque, on est en train de mettre ça en place. Start-up, Cabra Stop. Oui, mais c'est un peu cela. On y arrive d'ici peu, justement parce que, avec d'ailleurs notre nouveau concept, ce sera aussi une manière de vulgariser ça au monde entier, quelque part, parce que c'est un concept qui peut s'adapter. À partir du moment qu'on a un stade, on peut développer ce genre d'initiative. Donc oui, on va développer à l'international et avec nos camarades justement panaméricains, que ce soit le Brésil, le Mexique ou le Panama, on est en train de continuer à travailler déjà sur avoir des livres, des outils pédagogiques qui pourront nous aider à transférer l'information, mais aussi sur des rencontres. Donc d'ailleurs, prochainement, au mois de novembre, on sera amené à partir au Mexique pour continuer justement à travailler en ce sens-là. Alors, avant-dernière question, du point de vue des jeux traditionnels dans la Caraïbe, qui est le plus avancé? Quel pays qui est vraiment au top dans son domaine? Ben, sans chauvinisme, c'est vraiment nous, c'est vraiment la Guadeloupe, parce qu'on est en train d'impulser justement cette dynamique-là, et c'est pour ça justement... La question était calculée. La question était calculée. Mais non, je ne suis pas à tous les voyages de Jean-Paul, mais je sais très bien qu'il fouille dans les pays et il voit ce qui se fait. J'ai posé la question. Dernière question, Jean-Paul, il y a un bouquin qui va sortir. C'est cela. Alors, on vous invite justement demain soir à l'université, à la bibliothèque universitaire de Fouillol, pour la présentation de notre premier ouvrage collectif. Alors, il s'agissait justement de regrouper différents professionnels dans différents champs pour développer la thématique des jeux. Donc tantôt, on aura justement des enseignants qui vont parler des jeux traditionnels, on a écrit là-dessus, des psychomotriciens, des artisans, des responsables d'associations également. On a également M. Joël Raboteur, qui est un universitaire, qui a justement fait aussi un article là-dessus. On a M. Lobo, justement, de la Chambre des métiers de l'artisanat, qui a aussi contribué au livre. Bref, vraiment différents acteurs qui ont profité justement des festivals pour travailler sur la thématique. Et on a pu prendre justement le bouquin qui s'appelle « Les jeux et jouets, un enjeu global pour la Guadeloupe ». Merci Jean-Paul, 12h53. Rendez-vous donc demain soir à Fouillol. Quelle salle? Ça, à 18h, ben, à l'entrée de la bibliothèque, dans le hall, juste sur le côté, et à donc, 18h. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, vendredi, samedi 4 juin, ce sera à Vieux Habitants pour le festiger auquel Canadi suivra. Et Jessie sera bien sûr là. Un numéro pour appeler pour... oui, vous pouvez nous appeler donc au 06 90 74 66 96. Oui. Donc je répète, 06 90 74 66 96 et vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires. C'est parti, 12h54, Jessie, on développe le premier titre de l'actualité. Et Dany, comme je vous l'ai présenté donc, dans les titres, hier, le collège Richard Samuel de Gourbert était en grève. L'établissement se mobilise contre la réforme des collèges qui sera mise en place à la rentrée 2016-2017. Il dénonce également la suppression de postes au sein de l'établissement, des suppressions qui pourraient avoir des conséquences sur la réalisation des projets scolaires. Nous sommes allés à leur rencontre hier matin. Reportage Gérard Loiseau. C'est un petit peu sur tous les établissements scolaires de Guadeloupe, des suppressions de postes. Donc aujourd'hui, c'est poste de musique et d'art plastique qui est menacé au niveau du collège de Gourbert. Donc en tant que parent d'élève, puisque ma fille elle est en 4e et l'année prochaine elle y sera encore, donc nous sommes debout avec les enseignants
pour donner une forte mobilisation à l'action. Parce qu'aujourd'hui, c'est le collège de Gourbert, demain, ça peut être ailleurs. Et puis, le collège de Gourbert, c'est une petite collège rural. C'est vrai que ça nous empêche, nous parents, de prendre l'embouteillage de Basse-Terre. Donc, on ne voulait pas que demain, que ce collège soit supprimé à force de supprimer des postes. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes là ce matin. Donc, ça dépendra de l'écoute du rectorat. Il faut aussi envisager le conseil départemental puisque les collèges dépendent du conseil départemental et puis aussi voir avec la municipalité de Gourbert. Je pense que tous ces acteurs ne seront pas contre que le collège de Gourbert reste ouvert et soit vivante et ne pas supprimer des postes. Même si c'est musique et en plastique, ça apporte beaucoup aux enfants. Nous sommes aujourd'hui en grève, en mobilisation au collège Richard Samuel, car aujourd'hui nous sommes confrontés à une situation dramatique. 3 postes sont supprimés dans l'établissement et nous souhaitons alerter la population de Gourbert et les autorités compétentes sur cet état de fait. Nous espérons que cette mobilisation alertera les pouvoirs publics et notamment le rectorat sur cette situation particulière. Ici, nous menons quand même un certain nombre de projets et nous souhaiterions les mener à bien, en tout cas pour l'année qui vient. Et vraiment, nous espérons que toute la population de Gourbert et même ailleurs aura saisi l'importance de cette manifestation. Nous avons donc plusieurs projets qui sont menés dans l'établissement et qui vont être menés, qui sont prévus l'année prochaine, qui sont soutenus par le FSE. J'entends par là notre premier projet qui s'appelle Oui en Art, que l'on mène depuis déjà 4 ans. L'année prochaine, nous avons déjà entamé le processus pour que ce projet perdure. Et Dany, vous avez suivi donc la mobilisation du collège? Alors cette mobilisation qui s'est déroulée hier, provisoirement interrompue, pourquoi? Parce que une délégation a rencontré l'inspecteur régional de l'éducation nationale à qui on a transmis donc le courrier de la documentation du professeur d'art plastique et qui va être transmis au recteur et donc la suite est attendue et si dans les jours qui viennent rien n'a changé, probablement ce mouvement social au collège de Gourbert aura une suite. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, rien n'est encore réglé. Très bien, donc on se retrouve, il est 12h58, on se retrouve juste après la pub pour la suite du développement du journal. Voilà, il est 13h05 exactement. Si on reprend les titres de l'info avant de recevoir tout à l'heure Laurence Makiaba et Eric Péduron qui sont venus nous parler de héritage à partir de demain. C'est un petit canal, les titres. Hier, le collège Richard Samuel de la commune de Gourbert s'est mobilisé. Les professeurs dénoncent les suppressions d'emplois qui pourraient impacter la qualité de la formation dispensée au sein de l'établissement. Et les entreprises affectées par les sargasses pourront enfin bénéficier d'un dispositif de soutien public. Ce dispositif était présenté ce matin à l'espace régional du Rézé. Et le maire de la ville de Petit-Canal, Blaise Mornal, inaugurait samedi dernier la maison de la formation et de l'insertion, un nouvel outil d'accompagnement pour les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle. Mais on ne va pas quitter Petit Canal, on va y aller tout de suite avec Laurence Makiaba et Eric Péduron. Bonjour. Bonjour. Alors, héritage, je vais d'abord poser la question à Laurence. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la deuxième édition de... C'est pas un festival, qu'est-ce que c'est, une rencontre? C'est un festival. C'est un festival qui a lieu depuis l'an dernier en fait, avec l'idée que souvent autour de l'histoire il y a beaucoup de passion, mais c'est d'abord un patrimoine qu'on se passe les uns les autres. Alors il y a deux façons de voir la chose, comme pour un héritage, soit de concevoir que c'est une dette qu'on porte comme une charge, soit que c'est quelque chose qu'on a valorisé, faire fructifier. Donc nous on a pris le pari de se dire qu'on ferait fructifier cet héritage-là et que donc par diverses voies et moyens, donc par une conférence débat où on peut confronter les avis parce que chaque personne a une façon particulière et différente de voir les choses. Les militants pensent qu'il faut aller dans un sens, les institutionnels pensent qu'il faut aller dans l'autre, les historiens pur jus pensent qu'il faut faire autre chose. Et là, c'est l'occasion de prendre le temps pour chacun de confronter les avis, de confronter les façons de voir les choses. Parce que
quoi qu'il en soit, les militants ont influé sur la vie. On le voit que le mémorial Acti, il n'y avait pas eu un militantisme il y a 20 ans, il n'y aurait pas eu de mémorial, tout simplement. Donc au final, l'idée, c'est qu'à un moment ou un autre, on puisse partager autour de l'histoire. Donc le festival cette année sur 2 jours, avec d'abord le jeudi soir une projection. Cette année, on a décidé de faire un lien avec Haïti, parce qu'en prenant le temps de faire des recherches, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'histoire haïtienne et même des entrecroisements, des entrelacements entre l'histoire haïtienne et l'histoire guadeloupéenne. Il y a eu beaucoup d'immigration guadeloupéenne en Haïti à une certaine période. Surtout après 1802. Voilà. Il y a eu aussi les Guadeloupéens qui ont été en 1802 dire aux Haïtiens faites attention. Haïtiens, oui, voilà, faites attention. Oui. Et qui fait que les Haïtiens, eux, ont remporté cette guerre en 1804. Ils ont été indépendants et que nous, en 1802, nous, on a perdu cette bataille. C'est parti remise. Il suffit d'attendre un peu. Éric Pédurand sera de la fête. Alors pourquoi Éric? Moi, c'est parce que déjà, je tiens à dire que c'est mon premier festival guadeloupéen. Je n'en avais jamais fait. Enfin. Voilà, enfin, il faut... Pas de terre de blues, pas de Guadeloupe, mais festival, c'est incroyable ça. C'est la première fois que je fais un festival et je suis très heureux de commencer par le festival Héritage parce que dans ma musique comme dans ma vie, je suis engagé. Je souhaite toujours que la musique que je crée soit quelque chose d'enraciné, d'ancré culturellement, et pour moi ça fait sens en fait d'être au festival Héritage, et c'est un très beau choix de premier festival en tout cas. Donc il y aura du message dans les chansons. Il y aura du message dans les chansons, mais c'est pas seulement dans les chansons. C'est-à-dire que le festival Héritage, c'est surtout, en fait, dans ce cadre-là, une création originale. C'est-à-dire qu'on, ce sera, bien sûr, Éric Pédurand, Akio, le groupe Akio, Joël Ursule, Tricia Evie, sous la direction artistique de Pascal Vallot. On va mettre en commun, on va dire, fondre nos créations ensemble avec comme leitmotiv, comment dire, liant la musique d'Akio. Et notre musique va pouvoir en tout cas accéder à une forme d'enracinement grâce à la musique d'Akio. Et on est en pleine création, on est toujours en création. Maintenant, pour donner un spectacle inédit le vendredi. Ça veut dire que 27. Ce festival Héritage, c'est une vraie scène, Laurence? Oui, c'est une vraie scène. Le concept de base, c'est de ne pas se retrouver avec des artistes qui viennent faire le titre promo, mais pour le coup, de les mettre ensemble, en relation, en collaboration, et de proposer chaque année quelque chose d'inédit, en pensant aux anciens, en pensant aux ancêtres qui étaient là, et en leur rendant hommage tout simplement. J'ai une question, peut-être. J'ai vu que vous avez aussi un cinéma en plein air. Comment ont été choisis les films? Alors, c'est vrai qu'on a une vraie difficulté sur les films autour de l'esclavage. Il y a beaucoup de séries qui sont intéressantes, mais là, après, c'est en termes on serait parti pour 5-6 heures de diffusion, donc là, ça devient compliqué. On a choisi d'abord un docu-animation d'un réalisateur haïtien pour parler d'une période qui est plus contemporaine, mais qui est celle qui est haïtienne, qui est quand même assez mal connue. Ça se passe au moment où les Duvalier arrivent au pouvoir, où des soldats essayent de monter une espèce d'opération commando. Enfin, on verra la suite demain soir. Et ensuite, on a voulu trouver un film grand public. Donc on a choisi Django. Pourquoi Django? Parce que pour une fois... Enfin, c'est le nouveau Django. Hein. Le nouveau Django. Oui, on soit d'accord. Pas l'ancien, voilà. Même si, enfin voilà, on n'a pas l'ancien. On s'est dit, bon, c'est un moment familial, c'est un moment intéressant pour que le tout public puisse y participer. Et puis ça nous plaisait bien d'avoir pour le coup un esclave ou un ancien esclave qui soit acteur et qui soit pas souvent dans les films hollywoodiens qui sortent. Les acteurs, les esclaves ou ceux qui sont mis au centre de l'histoire sont assez peu acteurs de l'action qui se passe dans le film. Donc pour le coup, c'est le film qui nous a semblé le plus judicieux en tout cas pour commencer cette année. En espérant que l'an prochain, on aura des films caribéens qui rentreront dans la thématique
et qu'on pourra explorer encore cette façon de parler, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de voir comment chacun parle de l'héritage historique qu'on a chacun. Alors cela dit, le choix des marches de Petit Canal n'est pas tout à fait anodin. Non, il n'est pas anodin du tout, d'autant que c'est plus les marches qui font qu'on fait le festival. Oui. Parce que de tout temps, les marches ont été le symbole de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Dans les années 80-90, quand on disait qu'il ne faut pas parler de cette histoire-là, il y a toujours eu des militants qui ont été là et ils sont toujours là. Il y a des marches qui partent chaque année de Petit Canal ou qui arrivent à Petit Canal chaque année. Il y en aura encore cette année. Donc avec la nouvelle municipalité qui est en place en ce moment, on s'est posé la question de comment valoriser le patrimoine, et de cette réflexion est né le festival pour vraiment mettre en place, mettre en valeur ce patrimoine historique qui est là, mais surtout mieux faire connaître, parce que les marches sont un symbole, ont été un symbole, mais c'est surtout le petit monument qui est au-dessus des marches que les gens ne connaissent pas forcément, qui est le monument de la liberté, qui est là depuis a priori 1848, parce qu'évidemment les pièces historiques sont en train, il y a un débat historique autour de ces pièces, mais qui serait le premier monument de Guadeloupe monté pour commémorer, pour dire là ça y est, c'est fini, l'esclavage, il n'y en a plus. Voilà. Donc de toutes les façons, ce sont les marches qui nous mènent là. Alors pour conclure, en fait, Laurence, vous arrivez à allier la musique et puis finalement l'histoire, c'est ça? Voilà, la musique, aussi la parole des experts, parce qu'on a une conférence avec le CORECA, cette fois-ci on va parler pourquoi Haïti et Guadeloupe, les destins sont liés, et est-ce que dans l'avenir ou dans le présent dans lequel nous sommes, il y a encore ces liaisons qui sont là. On a aussi un village d'exposition avec des artisans, des gens qui font les jouets d'antan, le musée de la vie d'antan sera là, enfin voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui font vivre à leur niveau l'histoire. On a aussi une scène ouverte où on aura des démonstrations de quadrilles ou autre chose. Donc vraiment l'idée c'est que chacun ce jour-là puisse parler, montrer comment lui il vit, il partage, il donne. Et il donne à voir à ses enfants ou aux enfants des autres cette histoire-là qui est un héritage, donc quelque chose qu'on est censé faire fructifier. Voilà. Alors ça veut dire que, et on conclut là-dessus, là, il y a peut-être un mois, il y a eu Guadali, le Nord commence à bouger culturellement. Ah ben oui, le Nord bouge sérieusement. Oui. Le Nord bouge sérieusement, oui. Les jeunes ont repris la main. Il y a juste une chose que j'aimerais rajouter, exceptionnelle. Enfin, cette année, on a décidé de se lier en partenariat aussi avec le Memorial Act. Oui. Donc pour la première fois, il y aura une navette qui rappellera celle qu'il y avait avant entre Beautiron et Darboussier. Donc il y aura une navette qui partira du port de pêche de Petit Canal et qui va arriver au Memorial Act. L'idée étant aussi de sortir d'une vision des commémorations comme étant des choses concurrentielles. Moi je fais ça, toi tu fais ça, non. On peut travailler ensemble. On peut bosser ensemble. Oui. Voilà. Alors, donc le point de départ, c'est jeudi 19h au marché des esclaves. D'accord. Ben, le rendez-vous est pris et on aura plaisir. Peut-être une dernière question juste peut-être préciser si on veut avoir le détail du programme, où est-ce qu'on peut aller? On va sur Facebook, on peut trouver tous les détails du programme. Sinon, on peut m'appeler au 06 90 60 78 98. D'accord. Voilà, c'est dit. On continue tout de suite. Il est pratiquement 13h15 ici. La suite du journal, et là, on va parler de la conférence de presse pour Marvin. C'est ça, une affaire pas si vieille. Rappelez-vous, le 23 février dernier, Marvin, un élève du lycée Faustin Fleurette à Morne-à-l'Eau, se présentait devant le tribunal de Pointe-à-Pitre, accusé de soutien au terrorisme. Une accusation qui s'est fondée sur ses propos tenus durant un débat organisé en classe. Sa garde à vue a suscité la colère des organisations UGTG, CGTG, Combat ouvrier, FSU, Parti de gauche et le journal Rebelle. Tous dénoncent l'acharnement judiciaire que subit cet élève de première. Ce matin, les organisations syndicales organisaient une conférence de presse aux Abîmes. Reportage Jeff Taylor. Nous disons que cette affaire est une affaire inadmissible parce qu'on veut faire passer un jeune pour un terroriste alors qu'il n'a rien d'un terroriste. Même l'enquête n'a rien révélé, qu'il n'avait aucun lien avec aucun djihadiste. Donc c'est une injustice et nous soutenons Marvin. Nous, à Combat ouvrier, nous soutenons Marvin. Alors il faut savoir il faut préciser que c'est dans le cadre d'un débat organisé par un professeur dans ce lycée qu'il a dit sa position. Il a probablement fait une réflexion qui n'était pas forcément juste. Bon.
Mais je ne vois pas la raison pour laquelle, à cause de son opinion, des idées qu'il a pu émettre, que jeune comme ça est convoqué par la police, est gardé à vue et traîné devant la justice pour un terroriste. C'est complètement inadmissible. Parce qu'il s'agit de notre liberté d'expression, notamment dans le cadre scolaire, mais il s'agit aussi de la soumission qu'ils veulent organiser pour soumettre ces jeunes. Et justement, celui qui n'a pas forcément le discours officiel, qui ne tient pas le discours officiel, il se retrouve justement engagé dans un engrenage répressif. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est cette situation que nous dénonçons. Nous avons toujours dit, et d'ailleurs Marvin le reconnaît, qu'effectivement, c'est une bêtise qu'il a dit durant le débat, mais ça n'aurait pas dû se poursuivre comme ça. Il aurait dû être d'accord, corriger, c'est-à-dire rectifier, discuter avec le professeur pour lui expliquer pourquoi il ne peut pas dire certaines choses, mais ça ne devait en aucun cas aller jusqu'à 35 heures de garde à vue, jusqu'à des convocations devant le tribunal, etc. Mais il s'agit de demander justement que s'arrête cet acharnement judiciaire contre ce jeune qui, notamment en ce moment, doit préparer ses épreuves du bac, puisqu'il est en première, il a un certain nombre d'examens à passer. Et donc, effectivement, à la fois le Journal Rebelle, Combat ouvrier, la CGTG, la FSU, le Parti de gauche et l'UGTG, nous dénonçons cet acharnement et nous disons qu'il faut que ça s'arrête, de laisser ce jeune tranquille. C'est inadmissible que, suite à un débat en cours sur ces attentats, que ce jeune soit traduit en justice et qu'il y ait un déclenchement d'un appareil ultra répressif sans discussion avec ce jeune. Et donc il s'agit pour nous de effectivement dénoncer l'attitude des autorités et donc exiger l'arrêt des poursuites contre ce jeune, mais aussi d'appeler la population à venir soutenir demain Marvin à 9 h devant le tribunal de Basse-Terre. Voilà, on le rappelle, donc le lycéen Marvin est convoqué ce jeudi 26 mai devant le tribunal de Basse-Terre. On poursuit le développement de l'actualité. La ville de Petit-Canal a inauguré samedi dernier sa première maison de la formation et de l'insertion, un outil qui permettra de mieux accompagner donc les jeunes et faciliter leur démarche pour entrer dans la vie professionnelle. Reportage Xavier Foucan. Pour cette année particulièrement, c'est important pour nous. Nous avons dédié cette année à la jeunesse. Le thème général, je dirais, c'est avec notre jeunesse, nous avançons. Et dans le cadre du grand festival canalien, je suis jeune, je m'investis. Ça a été le thème retenu. Et donc, pour que la jeunesse puisse s'investir, il faut aussi apporter l'accompagnement nécessaire à cette jeunesse. Aujourd'hui, à travers l'inauguration de la maison de la formation et de l'insertion, nous démontrons et nous portons un signe fort pour dire à la jeunesse que voilà, nous vous proposons un outil où nous regroupons l'ensemble des partenaires permettant de vous accompagner. Et donc, la balle est dans votre camp. Investissez-vous pour que demain, vous puissiez, je dirais, réussir dans la vie. Donc, c'est un outil d'accompagnement, un outil de perfectionnement, un outil de proximité pour faciliter, je dirais, l'insertion des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Concrètement, c'est plusieurs, je dirais, organismes et partenaires qui seront installés dans ces bâtiments. Et donc, il y aura une permanence tournante en fonction de la représentation de tout un chacun. Et donc, à partir de là, il s'agira pour la population de s'approprier ces lieux et pour pouvoir voir tout ce qui est proposé et tout ce qui va leur permettre d'atteindre leur objectif. Disons, les jeunes, c'est toujours apprendre ce qu'ils ne connaissent pas, mais il faut d'abord une préparation mentale, une préparation. Il faut que le jeune soit préparé, capable de recevoir je ne dis pas des ordres, mais des conseils. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Les jeunes sont un petit peu mouvementés, un petit peu agités. Il manque du travail, enfin, il manque beaucoup de choses. L'éducation aussi dans la famille. Alors, quand on a tout ça réuni, les enfants qui sont bien élevés, ils ont été conseillés dès le départ, reçoivent facilement les conseils, ils sont plus disciplinés et disons leur progression est plus rapide. Alors, maintenant, il est un peu tard pour certains, il faut avouer qu'il est un peu tard pour certains. Ceux qui sont déjà plongés disons, ça va se passer à un autre niveau, mais pas
Alors mieux vaut que ça commence très, très, très tôt, très jeune. Aujourd'hui, quel jour? Il est 13h22, Dani, qu'on reçoit comme tous les mercredis. Jocelyne Nampry, bonjour. Bonjour, Jocelyne. Voilà, bonjour, pour sa chronique Coco et abricots. Effectivement, c'est la chronique un peu tendance, mode, c'est ça? Oui, je tiens à le rappeler, ça parle de bien-être, de design et de mode. Alors, tout ce qui est tendance. Voilà, aujourd'hui, on parlera de quoi? Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la marinière. Ah, ce que... Voilà, je reporte une. D'accord. C'est inspiré, c'est pas la vraie. Hein, c'est pas la vraie. Ah, il y a de vrai et de fausse. Oui, il faut voir qu'à l'origine, la marinière, c'est un vêtement militaire. Donc, c'est en 1858 qu'il y a eu un décret où on a imposé la marinière comme tenue courante des matelots. D'accord. Et il y avait des codes bien précises. Il devait avoir 20 rayures indigo sur le torse et 14 sur le bras. Et pourquoi c'était les rayures? C'était pas entièrement parce que l'indigo était cher à l'époque. Donc, ils ont préféré faire des rayures pour faire des économies. Donc, les rayons indigo. Et elle est en jersey de coton, donc une toile très économique. C'était résistant, donc voilà. Mais aucun officier n'en mettait. C'était vraiment réservé aux matelots et aux quartiers-maîtres. D'accord. Au départ, c'était comme ça. Au tout départ. Oui. Et jusqu'à maintenant, bon, les marins, eux, ils aimaient dire que quand les hommes tombaient à la mer, parce que comme c'était tellement visible, on pouvait les voir à cause des rayons. Bon, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai. Jusqu'à maintenant, il y a encore des entreprises qui continuent à le produire, donc Armolux, et il y a Orcival qui, lui, reste le fournisseur officiel de la Marine nationale. D'accord. Donc, ça aurait pu continuer à être dans la marine, un vêtement militaire, mais qui l'a fait rentrer dans la mode, proprement dite, c'est Coco Chanel. Ah bon, durant la Première Guerre. Oui, ça devient une mode. Parce que ça passe de la mer à la mode. Oui, c'est pas mal, ça fera réfléchir. Oui, Coco Chanel durant la Première Guerre mondiale, inspirée par ses marins quand elle allait en vacances à Deauville, elle les voyait. Donc elle a dit ça c'est quelque chose de bien, et comme c'était une révolutionnaire, donc elle a décidé de prendre ce vêtement masculin militaire, de le raccourcir parce qu'au départ ça arrivait jusqu'au genou et les marins le mettaient dans le pantalon, ça servait de sous-vêtement de tout ce qu'on voulait. Donc elle l'a raccourci, elle a adapté à la morphologie féminine. Et c'est devenu du jour au lendemain très tendance. Ça a été la première à porter ça avec un pantalon. Et la mode était partie. Et d'autres couturiers vont reprendre la mode, Et Karl Lagerfeld, toujours dans cette mouvance, gardien de cet héritage, chaque année dans ses défilés croisières, eh ben, il réinterprète la marinière. Donc on envoie un modèle. Ouais. Voilà. Donc, et ensuite, l'un des plus grands, après Coco Chanel, c'est Yves Saint Laurent qui a vraiment... Aussi Yves Saint Laurent a fait rentrer la marinière, voilà, on voit avec sa tenue matelot, sa collection matelot. Et des grandes stars ont porté ces robes, dont Catherine Deneuve, les marinières. C'était en soie et plastique à l'époque, ça avait fait... c'était sensation, les robes. Sans compter qu'il y avait d'autres personnalités. Bon, il y a Pablo Picasso, John Wayne, de Bardot. Voilà, on voit Pablo Picasso derrière, qui ont vraiment porté la marinière jusqu'à Sting et d'autres encore. Et voilà, et tout le monde, c'était vraiment un vêtement tendance et mode. Il l'est toujours. Est-ce qu'il l'est toujours? Il l'est toujours. Mais il y a un styliste qui est vachement attaché à la marinière. Oui, Jean-Paul Gaultier, le grand. D'ailleurs, lui, à partir des années 80... Pubs, il a souvent voilà, Jean-Paul Gaultier, dès les années 80, il a fait un défilé. Et il venait, voilà, le défilé Jean-Paul Gaultier, on voit les robes. Il a interprété de différentes manières. En robe de soirée, en combinaison, en pantalon, bon, dans tous les styles, mettait les chapeaux. Et il venait saluer son public en marinière. Et ensuite, il a encore continué à surfer sous cette vague marinière. Il a sorti un parfum, le Mâle, de Jean-Paul Gaultier. On voit vraiment la marinière, le matelot. Voilà. Effectivement. Voilà. Parfum que j'utilise parfois. Voilà, ils sont très bons. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que la marinière, en fait, c'est du made in France? C'est du made in France 100%. Parce que déjà, bon, à part Petit Bateau Armolux, Orcival, c'est vraiment une entreprise française qui fournit la marine. Donc, c'est vraiment du 100%. Et d'ailleurs, dans le made in France 100%, il y a Arnaud Montebourg, qui était à l'époque ministre du redressement productif. Bon, je ne sais toujours pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Il avait fait la une du Parisien avec une marinière made in France. Effectivement, il avait voulu montrer le côté local, voilà, production locale en France.
Et quand il était encore ministre, il avait effectivement. Mais je pense qu'on fait peut la être une. fier quand même de la marinière, quand même, parce que jusqu'à maintenant, elle a été interprétée sous différentes manières. En 2010, Kenzo, il a sorti une marinière avec des pois, c'est-à-dire à la place des petits pois. Bon, voilà. Il y a Longchamp qui a fait un sac imprimé marinière, on voit, Longchamp. Oui. Ah ben oui, Apple a fait des coques, il y a des maquillages. Donc tout le monde a surfé sous cette vague marinière et on continue encore. Peut-être un jour qu'il y aura une box marinière. Pourquoi pas? Et maintenant, il faut voir que les marinières, bon, c'est pas seulement le blanc et le bleu, il y a les marinières rouges aussi. Et noires, ben oui, en couleur. Il y a les robes marinières. Mais toutes, j'en porte une. Dès que c'est rayé, maintenant, on dit c'est marinière. Ce n'est pas une authentique, parce que ça ne respecte pas les côtes, mais c'est l'esprit toujours. Donc maintenant, il y a pléthore. Donc c'est une mode qui est partie depuis le 19e et qui continue encore, puisque même dans la marine nationale, les matelots continuent à porter des vraies marinières. Donc c'est quelque chose comme ça. Mais j'ai oublié aussi l'équipe de France, sous l'impulsion de Karl Lagerfeld, en 2011, avait une marinière, inspirée marinière. C'est quand ils ont changé d'équipementier, ils sont passés de Adidas à Nike, donc leur premier. Mais ça avait fait tellement scandale, les gens n'ont pas apprécié, donc ils l'ont porté à peu près 11 mois et après c'est fini. Donc toutes les personnes qui ont acheté des maillots à l'époque, ça va devenir collector. C'est des choses qui ne le produisent plus. Ben oui. Voilà. Donc la marinière, ça a été une mode qui se prolonge. Qui se perdurera encore et encore. D'abord, il suffit de descendre dans la rue, on voit des gens avec des rayures. Hein. Exactement. Alors, une dernière chose, ça n'a rien à voir, la moule marinière. Non, c'est une recette. C'est une recette, d'accord. Non, je voulais poser la question. Mais non, mais je sais pas, bon, ça y est, j'ai déclenché un fou rire communicatif. Bien, merci en tout cas. Avant de finir, je voudrais parler de mes sponsors. Donc, j'ai Pinky Nails pour la beauté des ongles, certes consultant bien sûr, mais Pinky Nails pour la beauté des ongles. D'ailleurs, ils font une promo pour la fête des mères. Donc, j'encourage tout le monde à aller. Surtout, messieurs, au lieu du robot éternel, offrez à votre femme une belle manucure, une pédicure, elle sera reconnaissante. Aux hommes d'aller voilà, ils peuvent aussi, c'est très bien ça aussi. Donc ils peuvent prendre rendez-vous au 0690 61 64 17. Donc allez-y, voyez, la beauté de mes mains, c'est Pinky Nails. Et il y a Serre Consultant, le cabinet de thérapie coaching. Donc c'est bon pour les professionnels de la médecine, de l'éducation, pour les étudiants, pour le tout venant. Donc ça optimise la communication, bon, surtout en période d'examen, c'est bien pour donc ils peuvent venir se renforcer et améliorer aussi au quotidien. Donc Serre Consultant aussi, pour se renseigner, pour prendre rendez-vous, 0690 800 818. On l'a noté, voilà. Bien. Ben, merci, il est 13h28, presque 30, avant de lancer un dernier sujet, peut-être ici avant la pub. On a le temps? Peut-être juste après la pub. Après la pub, mais on va lancer la pub tout de suite, 13h30. On se retrouve tout à l'heure pour la chronique médicale avec docteur Vilayandon Sefis qui est déjà là. On parlera de la thyroïde, puisqu'il y a même une conférence qui est prévue là-dessus. Et puis on se retrouve pour la fin du journal. À tout à l'heure, restez avec nous dans cette série. Alors je profite pour vous dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que le jeu concours ZCL continue sur le Facebook. La question du jour a été posée. Si vous voulez gagner une croisière pour 2 personnes, des voyages à Paris ou à Miami ou autre chose, un smartphone, si vous n'avez pas encore de smartphone, c'est l'occasion ou jamais d'aller sur le zcl.tv ou sur le Facebook ZCL et de répondre à la question du jour qui est extrêmement facile. À tout à l'heure. Prévu, on va parler thyroïde, puisque aujourd'hui c'est la journée internationale, la journée de la thyroïde, c'est la Sainte-Sophie, c'est ça La journée mondiale de la thyroïde tombe toujours le 25 mai, le jour de la Sainte-Sophie, oui. Bonjour Friziline Frilayandon, docteur Friziline Frilayandon. On va parler de la thyroïde. Alors, d'abord cette journée, et puis il y a aussi une conférence à la clé. Oui, alors d'abord, bonjour à tout le monde. Donc cette semaine, c'est la semaine internationale de la thyroïde. Nous allons la clôturer par la réalisation d'une conférence débat, samedi 28 mai, donc ce samedi.
une conférence débat qui sera ouverte à tout le public, tout le grand public, donc gratuitement, où on pourra échanger sur les problèmes de fonctionnement de la glande thyroïde et tout autre problème concernant cette petite glande, ce petit organe qui sécrète des hormones et qui pourrait intéresser beaucoup de monde. Cette conférence se tiendra au Centre des ressources des Abîmes à 18h. Nous allons débuter à 18h précise, samedi 28 mai. Voilà. Alors, vous serez là, bien sûr, pour parler de la thyroïde, mais pas seulement vous. Je serai là en tant qu'endocrinologue du CHU de Pointe-à-Pitre et je serai accompagnée de 2 autres intervenants, le docteur Bélia qui est médecin nucléaire au CHU de Pointe-à-Pitre et un chirurgien ORL, le docteur Pierre Sandy qui est également chirurgien au CHU de Pointe-à-Pitre. Tout à fait. Alors, parlons un peu de la thyroïde, cette petite glande qui cause bien de soucis. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est la thyroïde? La glande thyroïde, c'est un petit organe qui est très petit, qui est situé au niveau du cou et qui a un rôle très important parce que grâce aux hormones qui sont libérées et produites par cette glande, on va pouvoir réguler la température du corps, on va pouvoir réguler notre humeur, l'activité cardiaque, l'activité du cerveau, le développement de l'os chez l'enfant. Donc c'est une glande qui va sécréter des hormones qui sont indispensables à la vie en général. Donc c'est une glande quand elle est malade qui peut entraîner des signes cliniques. Donc, quand elle est malade, elle peut soit trop fonctionner, produire trop d'hormones, ou alors soit être un peu paresseuse et produire très peu d'hormones, en tout cas pas assez pour permettre à tout individu de pouvoir vivre normalement. Et quelles sont les conséquences d'une hypertrophie de la thyroïde, par exemple? Qu'est-ce que ça cause comme problème visible? L'hypertrophie de la thyroïde, pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est, l'hypertrophie de la thyroïde, c'est quand la thyroïde, elle est trop grosse, elle est augmentée de taille, c'est ce qu'on appelle un goitre. Oui. Donc le goitre, c'est l'augmentation de taille de la glande thyroïde. Et vous savez, donc, de par sa position au niveau du cou, quand la thyroïde, elle augmente de trop, elle peut comprimer les autres organes qui sont à côté, qui sont derrière, qui sont juste au-dessus, en dessous. Et donc on peut avoir une gêne respiratoire, on peut avoir une gêne pour avaler pour ces aliments, on peut avoir une voix qui va être modifiée et ce goitre peut effectivement, en tout cas c'est souvent un motif de consultation, entraîner un problème d'esthétique parce que ça se voit, on va avoir comme on voit sur l'image une augmentation de la taille du cou qui est très disgracieuse et souvent tout simplement ce motif peut suffire à consulter le médecin. Et on peut s'opérer de cette glande, de ce goitre, est-ce qu'on peut l'enlever? Le goitre, on peut l'opérer. Tous les goitres ne sont pas à opérer. On peut traiter avec des médicaments. On peut traiter avec justement des molécules radioactives, d'où la place de la médecine nucléaire. Et parfois, quand il y a des complications, quand les goitres ils sont très volumineux, qui sont compliqués, qu'il y a une gêne, ou quand il y a des nodules à l'intérieur, c'est-à-dire des petites boules dans la thyroïde. Nodules cancérigènes, j'imagine. Ce sont des nodules qui sont souvent suspects d'être un cancer. Là aussi, il y a une indication à aller opérer et enlever la glande thyroïde dans sa totalité. Alors, qu'on comprenne bien, ça se manifeste d'un seul coup, ça grossit d'un coup, alors c'est quelque chose qui augmente de volume progressivement? C'est généralement quelque chose qui évolue très lentement et progressivement. Oui. Donc quand on ne fait pas attention à ça, en se regardant dans le miroir, quand le médecin, vous allez voir votre médecin, il faut qu'il palpe le cou, notamment s'il y a dans la famille des problèmes de thyroïde. C'est quelque chose qui évolue toujours très lentement. Et justement, quand il y a une apparition brutale, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller chercher. Donc soit une suspicion quand c'est un goitre, qui apparaît brutalement, qui est très dur, et qui gêne. Ça peut être un cancer, effectivement, comme vous le disiez, de la thyroïde. Il peut y avoir aussi des hémorragies, des petits kystes à l'intérieur de la thyroïde qui vont saigner. Et ça fait augmenter un petit peu brutalement la glande thyroïde. Alors, Jessie, peut-être? Oui, alors moi je voulais savoir, il est peut-être plus évident pour un adulte donc d'identifier les signes, mais quand c'est un enfant qui est touché, parce que les enfants aussi ou les bébés peuvent être touchés par des problèmes de thyroïde. Les enfants et les petits peuvent être touchés par les problèmes de la thyroïde. Donc vous savez qu'en France, le dépistage de l'hypothyroïdie congénitale est obligatoire. L'hypothyroïdie, c'est quand la glande thyroïde soit n'existe pas,
chez l'enfant. L'enfant naît sans thyroïde. Soit la thyroïde, elle est ailleurs. La thyroïde n'est pas dans le cou, elle est ailleurs chez l'enfant et elle ne fonctionne pas. Et donc, ça donne des hypothyroïdies chez l'enfant. L'enfant n'a plus d'hormones thyroïdiennes, donc ne peut pas développer sa croissance au niveau du cerveau, au niveau de son os, de son squelette. Et donc, il faut dépister, maintenant c'est obligatoire, cette hypothyroïdie, c'est un dosage chez le bébé à la naissance. Donc ça se manifeste chez l'enfant. Alors votre question est très intéressante parce que le thème cette année de cette semaine internationale de la thyroïde, c'est justement les problèmes de fonctionnement de la glande thyroïde chez l'enfant. Donc il y a des petits questionnaires qui ont été mis en place et qu'on va distribuer lors de notre conférence débat pour les parents pour savoir chez l'enfant quels sont les signes qui peuvent faire les parents être alertés des dysfonctionnements de la thyroïde chez leur enfant. Donc des petites questions vraiment très très simples, hein, c'est un petit quiz pour détecter les signes d'hyper ou d'hypothyroïdie chez votre enfant. Alors, est-ce que c'est c'est un lieu dit où c'est vrai que la glande thyroïde peut faire augmenter le volume général de la personne touchée? Donc là, vous parlez de la prise de poids en général. Donc quand la thyroïde ne fonctionne pas assez, donc ça, on arrive dans des cas d'hypothyroïdie qui sont sévères, on peut avoir une augmentation du poids, une prise de poids, qui est une prise de poids très spécifique. Ça veut dire que la peau, elle devient un petit peu comme une peau d'éléphant. Vous voyez, c'est vraiment une accumulation de certaines protéines, de liquide, de la rétention d'eau. Et ça, c'est une prise de poids qui est très particulière. Et toutes les prises de poids ne sont pas à mettre, donc ça c'est un message important, sur le compte de la glande thyroïde. Hein, souvent on fait cet amalgame, j'ai pris du poids, c'est ma thyroïde. C'est pas toujours le cas. D'accord. Et la thyroïde est mortelle? La glande thyroïde, quand elle fonctionne trop et que la personne n'est pas traitée suffisamment tôt, on va dire, que ça passe un petit peu inaperçu, il y a des complications. Et ces complications, elles sont essentiellement cardiaques. Et donc, il peut y avoir des décès, mais ça reste fort heureusement très rare. Il peut y avoir des décès par décompensation cardio-respiratoire chez les patients qui sont en hyperthyroïdie. De même, chez les patients qui sont en hypothyroïdie sévère, parce que ça s'installe là encore très très lentement, il peut y avoir aussi des complications cardiaques et ça peut être délétère. Le cancer thyroïdien, en ce qui concerne la partie cancérologie, le cancer thyroïdien fait partie des cancers qu'on guérit et qui ont un pronostic qui est très bon. Donc il faut vraiment dédramatiser aussi quand on a un cancer de la thyroïde. Généralement, on en guérit. Les formes de cancer de la thyroïde qui sont délétères et graves, agressives, sont vraiment très 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 rares. Bien, alors on va revenir, avant de conclure, sur cette conférence très importante qui aura lieu le 28. 2 mots sur cette conférence, docteur. Donc cette conférence, elle nous semblait indispensable par rapport à l'information de tout d'abord qu'est-ce que c'est que cette glande thyroïde dont on parle un petit peu partout durant cette semaine internationale. Donc nous avons choisi volontairement de ne pas focaliser d'emblée sur les problèmes de thyroïde chez l'enfant, mais d'abord cette année, puisque c'est la première fois que c'est organisé en Guadeloupe, d'abord cette année, d'abord expliquer aux personnes qui viendront, personnes qui sont concernées ou pas, hein, de près ou de loin, d'abord expliquer ce que c'est que la glande thyroïde, les problèmes de fonctionnement, l'hyper, l'hypo, quels sont les signes, expliquer aussi la place de la médecine nucléaire, donc les explorations qu'on va faire, donc les radios, ce qu'on appelle la scintigraphie, les traitements possibles en médecine nucléaire et bien évidemment la place de la chirurgie. Est-ce qu'on opère? À quel moment on opère? Et nous allons aussi parler du réseau national TUTIREF. Donc ce réseau national est représenté aux Antilles par la Guadeloupe. Donc je suis le correspondant pour la France de ce réseau national, qui est un réseau qui regroupe plusieurs centres de santé en France et qui s'intéresse notamment au cancer agressif de la thyroïde. D'accord. Donc, tout un chacun aurait intérêt à participer à cette conférence qui aura lieu, je le rappelle, donc samedi 28 à 18h. On le voit d'ailleurs sur le flyer. Et conférence animée, entre autres, par le docteur Bélia, vous-même,
Voilà, et le docteur Pierre Sandy. Et je veux juste remercier mon association qui m'a donné vraiment un grand coup de main pour pouvoir mettre en place cette conférence débat, parce que c'est quand même du travail, et ainsi que l'association Milidé qui nous a beaucoup aidé, et la municipalité de la ville des Abîmes qui nous aide en nous prêtant cette salle où aura lieu la conférence. D'où la nécessité. Qui se trouve où ? Aux Abîmes, au centre de ressources, des Abîmes, qui est juste à l'entrée, en fait... en face de l'ancienne OMC, ce qu'on appelle l'OMC des Abîmes avant. À l'entrée du stade des Abîmes, la rue, juste à l'entrée du stade des Abîmes. D'où la nécessité d'une association. Tout à fait, on en reparlera tout à l'heure. Attends, merci. Donc, docteur, il est 13h47, Jessie, on continue le journal. Et oui, Danick, ce matin, à l'espace régional du Rézé, avait lieu une réunion publique pour présenter un dispositif d'accompagnement des entreprises affectées par les sargasses. Ces entreprises victimes donc des sargasses pourront dorénavant bénéficier d'un dispositif de soutien public. Reportage Jeff Taylor. Le plan d'action, il a été, dès que les entreprises ont été confrontées, je dirais, à des difficultés, elles ont... Lorsqu'elles nous ont sollicités, nous les avons accompagnées au devant de toutes les entreprises pour leur dire qu'il y a des dispositifs qui existent et que les entreprises vraiment doivent se les approprier et doivent les mobiliser. Nous sommes, je dirais, complètement organisés, l'ensemble des partenaires, pour répondre à leurs attentes. Rappelez-vous, j'ai toujours dit lors de ma campagne électorale, il faudrait remplacer le « je » par le « nous ». Parce qu'on entendait « je ». Aujourd'hui, on le prouve encore, c'est ensemble qu'on travaille. Nous, la région, c'est d'accompagner les entreprises. Et nous préférons travailler, mettre en place des dispositifs comme celui-là. Nous sommes pour l'action et non la parole. C'est une première étape, puisque nous attendons le rapport de la délégation interministérielle pour pouvoir aller plus loin. Mais dans l'immédiat, c'est une bonne étape qui répond, me semble-t-il, aux préoccupations de nos chefs d'entreprise qui ont besoin d'être accompagnés, d'être appuyés. On est parti d'un constat. Il y a environ 350, 400 entreprises qui ont été impactées sur le plan économique par l'invasion des algues sargasses tout au long de l'année 2015. Nous nous sommes mobilisés avec l'ensemble des partenaires pour recenser toutes les aides existantes qui pouvaient être mises à disposition des entreprises, les aides de l'État, les aides de la région. On a mis en place un groupe opérationnel et établi des contacts qui vont permettre aux chefs d'entreprise vraiment de solliciter l'ensemble des partenaires. Les chefs d'entreprise qui nous regardent actuellement et qui ont été concernés, même ceux qui n'ont pas été concernés, peuvent aussi contacter la Chambre de commerce. Nous avons mis 4 collaborateurs à disposition du plan Sargasses. Vous pouvez contacter la Chambre de commerce au 05 90 93 76 00. Vous pouvez contacter M. Bini ou les autres collaborateurs et nous restons à votre disposition donc, pour vous informer sur tous les dispositifs capables donc, de vous accompagner, de vous aider face à ce fléau qui est donc l'évasion des sargasses en Guadeloupe. Et s'unir pour mieux connaître notre territoire à travers l'histoire, c'est le beau challenge que se sont lancés Baïf et Saint-Claude. Les deux communes se sont unies pour organiser une marche commentée sur les pas de Delgrès. C'était dimanche dernier à Saint-Claude, reportage Olivier Félix. Cette année, c'est une édition spéciale. Car on a eu la ville de Baïf qui s'est associée à nous et avec un parcours aussi, disons, des troupes de l'époque, disons, des troupes adverses de Delgrès qui seraient passées par Baïf et par le Matouba. Donc il y a eu la conjonction des forces et ce qui a pu aider un peu plus l'historien à un peu raconter un peu les faits en montant les deux parcours. Nous sommes voisins avec la commune de Saint-Claude et pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble dans le cadre du territoire? On s'est associé à la ville de Saint-Claude et pour une première fois, avec une soixantaine de personnes au départ, il n'y a pas eu de casse, tout le monde a pu faire la marche convenablement avec un brin d'histoire. Donc je crois qu'en même temps on joint l'utile à l'agréable. Les gens se documentent sur leur propre histoire, l'histoire sur leur territoire. Baïf est un haut lieu de combat, donc il y a lieu de mettre cela en avant, mais c'est surtout aussi de faire connaître à la population
qu'on devrait s'emparer de notre territoire et permettre à la population, mais aussi à ceux qui viennent de l'extérieur, de découvrir sa propre commune et son propre territoire. En même temps qui nous permet d'envisager une autre dimension à donner à cette marche-là, commémorative, en même temps historique, en même temps faire l'union entre le Sud-Bastère. Oui, les gens étaient réceptifs, hein, puisqu'en fait on avait l'historien Gérard Lafleur avec nous, hein, qui porte des précisions et qui dit un certain nombre de choses d'après leurs recherches. Nous invitons les autres communes, les autres Guadeloupéens bien sûr, à nous rejoindre. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est cette espèce de tentation que nous avons à séparer les forces et à vouloir chacun faire, disons, sa commémoration dans son espace. Alors que, disons, Delgrès, véritablement, c'est bien ici. Vraiment, le cri de liberté, c'est bien ici. Et je pense qu'on arrivera petit à petit à faire unité. J'invite les Guadeloupéens à être le 28 mai avec nous sur la stèle de Delgrès. On aura déposé, disons, une gerbe et à nous recueillir un instant en mémoire de nos aînés, de nos aïeux, de nos grands-pères de la liberté. Il faut nous savoir, quand nous taillons, nous savons là nous grailler. Et c'est pour ça que je dis là, on va faire tous ces mouvements qui sont déplacés pour venir faire présence, marquer de présence à eux. Je dis là, faire marche là, même laisser mon qui encadrer là, parce que c'est très difficile aussi d'encadrer. Pour moi, c'est important. Et son succès, son bilan qui est positif. Puis depuis 2009, nous commençons à sentir qu'il y en a Jacques a fait. On a besoin justement de reconnaître tout à travers l'histoire, parce que sans bitan caché nous pendant trop longtemps et ça a fait mal. L'histoire, c'est vrai que ça a fait mal, mais il faut nous accepter. C'était l'histoire. Donc il faut nous prendre que Gavin nous pas en période là ça encore. Là il faut nous aller nous faire. Zié ouvert à Bémao, c'est le nom de l'exposition actuellement présentée à la bibliothèque Paul Mado de Bémao. Initiée depuis quelques années par l'association Kera Art, Zié ouvert est un concept qui met en valeur les sites et personnages qui ont marqué les villes de la Guadeloupe. Cette année, les œuvres d'art vous proposent un voyage d'antan de la ville de Bémao. Reportage Maxime Morel. Zié ouvert, c'est comme je vous disais un concept, un nouveau concept qui a été mis en place. Pour nous, il s'agit de faire des focus sur les différentes communes de la Guadeloupe. Nous avons commencé avec Pointe-à-Pitre, donc on a eu une première exposition à Pointe-à-Pitre. L'an dernier, c'était sur le Gosier, et cette année, nous voilà à Bémao. Donc l'important pour nous, c'est de mettre en relief les sites intéressants et aussi des personnages qui ont marqué la vie des communes sur lesquelles nous travaillons. À Bémao, donc par exemple, vous avez l'ancien maire, voilà, Paul Mado, et il y a aussi M. Chalus, ancien maire aussi de Bémao. Il y a par exemple ici Mansoso, qui est un personnage important qui a marqué la vie culturelle de Bémao, puisque tout le monde connaît Mansoso. Quand on parle de les roses, c'est la première idée qui vient, c'est elle, vous voyez. Donc à travers ça, nous cherchons à mettre en valeur donc, des sites et aussi des personnages. En tout cas pour moi, en tant qu'artiste, il est important pour moi de faire le lien entre le passé, par exemple, et le présent et aussi l'avenir. Moi, je travaille beaucoup les cases créoles, par exemple, parce qu'il me semble que c'est tout un pan du patrimoine qui est fragile et qui est menacé. Il nous est arrivé, par exemple, de dessiner, de faire une case créole. Quelques mois après, ça y est, elle n'est plus là, elle a disparu. Il nous a semblé intéressant de mettre justement, de faire ces différents points-là pour permettre à d'autres de voir ce qu'était la Guadeloupe avant et aussi la Guadeloupe dans son évolution. Nous sommes là jusqu'au 28, jusqu'à samedi. Il faut savoir que la médiathèque est fermée le jeudi après-midi, donc il ne reste pas beaucoup de jours. Vendredi en plus, c'est férié, donc vraiment il faut venir voir cette expo qui à mon avis est très intéressante. Il vous reste 3 jours pour venir vraiment profiter de cette belle exposition que nous avons mis, où nous mettons en valeur les sites de Bémao et les personnages.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a été adoptée hier par l'Assemblée nationale. Les textes visent à simplifier les démarches judiciaires. Plusieurs mesures ont été validées, notamment le divorce par consentement mutuel sans juge, la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs ou encore la création d'un nouveau délit pour l'usage de faux permis de conduire. Voilà, il est 13h56. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie donc de nous avoir suivis. Si vous avez raté aujourd'hui notre édition, vous pouvez donc la suivre sur le www.zcl.tv. Et on rappelle que si vous souhaitez connaître les signes d'une thyroïde malade, savoir faire la différence entre une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie et surtout connaître les signes pour les enfants, donc vous avez une conférence débat qui aura lieu le 28 mai au Centre de ressources des Abîmes. Pour toute information, c'est à 18 h et donc pour toute information ou si vous souhaitez savoir où ça se trouve comme moi, c'est le 05 90 48 27 21. 48 27 21. Voilà, je vous remercie et à demain.